Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour finir en beauté ce séminaire, nous allons aborder une dernière thématique absolument centrale pour appréhender dans son entièreté l'économie de la ville. C'est la thématique de la ségrégation urbaine. Et pour comprendre en profondeur les tenants et aboutissants de ce phénomène, nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Moiseau. Fabien Moiseau, vous êtes professeur des universités en économie à l'Université de Rennes et directeur du CREM. Vous êtes entre autres spécialisé en économie publique locale et en économie des inégalités. Et je vais vous laisser dès à présent la parole pour faire une analyse économique de la ségrégation urbaine, en dressant un état des lieux des inégalités territoriales en France, les théories économiques à mobiliser pour comprendre ces mécanismes et les politiques publiques déployées pour répondre à ce phénomène. Très bonne conférence à toutes et à tous. Merci Léo. Merci de m'avoir proposé de venir présenter ces questions de la ségrégation urbaine. Alors j'aurai un point de vue, peut-être que certains seront frustrés parce que je vais aborder ce problème du point de vue de l'économiste et certainement oublier beaucoup d'aspects qui sont étudiés dans d'autres disciplines. Je pense par exemple à la sociologie. Donc voilà, ce sera un point de vue, un regard d'économiste sur les questions de ségrégation urbaine. Alors je vais commencer par un petit film rapide qui est une expérience qui a été menée dans un laboratoire toulousain et dont l'objectif est d'étudier les mécanismes ségrégatifs et les problèmes de coordination et de mouvement de population. Donc là, vous avez une vingtaine de participants. Bon, là, c'est la liaison qui se fait mal. Vous avez une vingtaine de participants. Je vais vous remontrer le film. Vous avez une vingtaine de participants. À chaque participant, on attribue une couleur, rouge ou bleu. Chaque personne est dotée d'un émetteur-récepteur. Et on propose à ces participants de déambuler dans la salle on s'arrête lorsque l'émetteur s'arrête d'émettre un bip, et la condition pour qu'il s'arrête d'émettre un bip, c'est qu'il soit à proximité d'une majorité de personnes qui ont la même couleur que lui. Donc vous voyez, ce qu'on peut constater, c'est que ça se fait en une trentaine de secondes. En une trentaine de secondes, sans savoir qui on est et sans savoir qui sont voilà, les autres, c'est dommage que ça saute, eh bien, on a une ségrégation qui se produit rapidement. Alors, dans l'article, on vous explique qu'on peut modifier le seuil à partir duquel le récepteur-émetteur s'arrête de biper. 3 personnes comme moi, 4, 5, et ces phénomènes ségrégatifs sont relativement, à partir d'un certain seuil, en fait, la ségrégation se fait très rapidement. Voilà. Donc, une illustration du fait que la ségrégation se produit assez facilement dès qu'on a une préférence, même minime, pour la similarité. Alors, je reviendrai sur ces mécanismes en présentant le premier modèle de ségrégation très célèbre, le modèle de Schelling, tout à l'heure. Alors, je vais commencer cette introduction en reprenant les vœux de Manuel Valls en 2015, parce que je trouve qu'ils sont très illustratifs des multiples dimensions de la ségrégation urbaine. Alors, je me permets de vous la lire. Les émeutes de 2005, qui aujourd'hui s'en rappellent, et pourtant, les stigmates sont toujours présents, la relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique, donc les mots sont assez forts, qui s'est imposé à notre pays, la misère sociale auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes parce qu'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme. Donc il y a ces questions, vous voyez que la ségrégation aussi fait appel à de multiples dimensions d'inégalités, des inégalités de genre, des inégalités raciales, des inégalités de revenus.
et puis que les mécanismes sont multiples. Hein, la ségrégation, ça peut être le résultat, par exemple, de discrimination, de mauvaise insertion sur le marché du travail. On va voir que les mécanismes qui poussent à la ségrégation peuvent être très différents. Et alors, Manuel Valls, à travers cette citation, il nous évoque l'idée de séparatisme social. Voilà. Il y a des gens qui souhaitent se séparer. Il y a même peu, hein, il y a des gens qui souhaitent se séparer d'autres catégories de population. Voilà. Alors, effectivement, je vais commencer par quelques faits stylisés de la ségrégation, enfin quelques faits pour attirer l'attention. Effectivement, on constate qu'il y a des fractures, il y a des quartiers riches, il y a des quartiers pauvres dans nos villes françaises, même si on n'est pas à l'échelle des villes américaines. Ça se constate, on constate cette fracture parce que ça se traduit par exemple par une très forte variation spatiale des prix du foncier. Quand on prend Paris, le cœur de Paris, Notre-Dame, le prix du terrain est à 12 000 € le mètre carré. Si on va à 20 km de Notre-Dame, eh bien, on a une division par 20 de ce prix du terrain. Voilà. Et puis, on va visiter les sites immobiliers, on constate bien que les prix, pas seulement du foncier, mais du foncier et du bâti, le prix de l'immobilier, est très variable dans l'espace. Alors pourquoi c'est important la ségrégation urbaine? C'est un problème important parce que ça remet en cause la cohésion de nos sociétés. Et les émeutes qu'on a, les émeutes dont on parle depuis une quarantaine d'années en France, avec l'émeute emblématique de Vaux-en-Velin en 1979, qui est un peu à l'origine des politiques de la ville, ces émeutes sont un peu la crise, le point saillant de ces problèmes de ségrégation urbaine. Et en 2023, ces émeutes ont été très, très coûteuses pour la société. Donc la ségrégation, la séparation des populations est un problème, comme les inégalités. C'est un problème qui remet en cause la cohésion de nos sociétés. Le fait que des gens ne se parlent plus, ne se rencontrent plus, ça peut être un élément qui explique le fait qu'on participe peu aux élections, par exemple. Alors, comme je vous le disais, c'est un phénomène qui se retrouve partout. Donc Chicago, qui est la ville emblématique qui a fait l'objet d'études des sociologues qui sont pionniers dans l'étude de la ségrégation urbaine dès le début du XXe siècle. Chicago, c'est la ville emblématique, la ville du crime, la ville emblématique de la ségrégation urbaine. Donc par exemple ici, les points, c'est une statistique un peu sordide, 695 homicides en 2022. Rien que pour Chicago, en France, à peu près, on est aux alentours de 900 à 1000 homicides par an. Donc vous voyez un peu l'ampleur. Et tout ça pour vous montrer que c'est très localisé, les homicides, qui est un résultat des problèmes de ségrégation urbaine. Alors, Léo vous mettra à disposition les diapositives. Donc, je vous propose des liens de ségrégation. Donc ici, la ségrégation, par exemple, à New York, ségrégation par rapport au groupe ethnique. Là, on voit, c'est pareil, on voit que les quartiers sont pas forcément mélangés. Il y a un mélange de populations, mais il y a des dominantes. Voilà. C'est les liens Internet qui passent mal, non, j'ai l'impression. C'est dommage, parce que... Alors, une
brève évocation des politiques publiques. Hein, c'est vraiment, c'est pas exhaustif. Donc en France, les pouvoirs publics ont mis en œuvre la politique de la ville pour lutter contre ces problèmes de ségrégation urbaine. Alors les premières initiatives datent de la fin des années 70, avec les opérations Habitat et Vie sociale en 77, la réhabilitation de cités HLM, et puis c'est à partir des années 81, avec la présidence de François Mitterrand, l'arrivée des socialistes au pouvoir, qu'une politique de la ville se met en place et qui prend en compte la dimension globale des problèmes de ségrégation urbaine. Les problèmes de ségrégation urbaine sont des problèmes qui sont à la croisée de problèmes d'inégalité scolaire, d'inégalité urbaine, d'inégalité d'accès au marché du travail, d'inégalité d'accès au transport. Donc ce sont des politiques qui vont être multidimensionnelles, qui vont devoir rappeler différentes dimensions de politique publique. Et à partir des années 90, on a deux dimensions qui prennent une importance croissante. Le droit au logement, permettre à toute personne l'accès à un logement décent, et puis la mixité sociale. Alors je reviendrai sur le résultat de certaines de ces politiques. Et jalonnant cette évolution, on a eu tout un ensemble de plans emblématiques de lutte contre la ségrégation urbaine. Par exemple, le plan Borloo en 2003, on en avait beaucoup parlé. Le plan Espoir banlieue de Fadela Amara en 2008, le plan Hérault, le plan Vallaud-Belkacem, toutes couleurs confondues, les gouvernements ont mis en place des plans Marshall de lutte contre la ségrégation urbaine. Alors, je vais organiser la présentation en 3 temps. Tout d'abord, je vais cerner le sujet, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ségrégation urbaine en économie, et je vais vous présenter quelques faits stylisés de la ségrégation urbaine. Dans un deuxième temps, je vous exposerai les mécanismes qu'identifient les économistes et qui sont à l'origine du phénomène de ségrégation urbaine. Et puis ensuite, pour terminer, je vous parlerai des politiques publiques. Est-ce que les politiques publiques parviennent à lutter contre la ségrégation urbaine? Comment est-ce qu'on s'y prend pour évaluer les effets des politiques publiques? Quelles sont celles qui marchent? Quelles sont celles qui ont des résultats mitigés? Je ne prétends pas à l'exhaustivité. On ne va pas passer en revue toutes les politiques publiques, mais ça vous donnera une idée. Alors, la ségrégation urbaine, définition ultra simple, c'est l'inégale répartition dans l'espace de différentes catégories de population. Donc ces différentes catégories de population peuvent être mesurées selon différentes dimensions. Origine ethnique, niveau de revenu, niveau de diplôme, genre, voilà. Différentes dimensions peuvent caractériser une ségrégation. Là, on va se concentrer sur la ségrégation par rapport au revenu, au niveau de vie. Alors, je vais vous montrer voilà, la carte des revenus fiscaux. Juste pour vous montrer qu'en France, après je vous donnerai quelques statistiques. Donc en France, on voit bien que, vous voyez que, donc donc la France est divisée en carreaux, ce sont des données carroyées. Je ne me souviens plus des dimensions de ces carreaux, excusez-moi. Donc plus c'est bleu, plus les revenus sont élevés, la dominante, et plus on tend vers le rouge, plus c'est pauvre. Donc on voit qu'il y a une inégale répartition de la richesse dans l'espace.
Et on voit qu'autour des villes, les villes concentrent les niveaux de richesse plus importants. Et puis à la frontière aussi, avec la Suisse surtout, donc les Alpes et les professions, les Français qui vivent en France et qui travaillent en Suisse, voilà, ça a des effets sur la distribution des revenus dans les régions mitoyennes. Et si on se concentre sur, si je me concentre sur par exemple Rennes, qui est une ville, vous allez voir, qui est relativement, qui est dans la moyenne de la ségrégation. Si on zoome sur une ville, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'on avait, on a des zones, on n'a pas une dominante bleue. Évidemment, quand on regarde dans le détail, on dit que cette ségrégation, elle est fractale, elle se voit à toutes les dimensions. On la voit quand on la voit au niveau macro, et puis au niveau micro, il y a aussi des quartiers, voilà, qui sont plus populaires que d'autres dans les villes, au sein des villes. Alors, on mesure souvent la ségrégation par des indices de ségrégation. Là, pour l'instant, les données que je vous ai montrées, ce sont les données avec la dominante ou le revenu moyen par carreau. Et alors, pour avoir une mesure plus fine du mélange des populations, on calcule des indices de ségrégation. Alors, il y a un grand nombre d'indices, l'indice de dissimilarité, par exemple, l'indice de Theil. Alors, les données que je vais vous montrer sont des indices de Theil, mais l'intuition, elle est la même. L'intuition, c'est de mesurer un écart moyen par rapport à une mixité parfaite. Donc, on mesure l'écart moyen entre la répartition réelle entre la répartition observée des groupes et la répartition théorique qui nous donnerait une situation de mixité parfaite. Plus l'indice est élevé, plus la ville est ségrégée. Alors, je vais vous montrer quelques données d'une étude de l'INSEE parue en janvier 2023 qui calcule pour les 50 plus grandes villes en 2019 les degrés de ségrégation spatiale donc dans les 53 plus grandes villes françaises. Alors, plus le bleu est foncé, plus l'indice de Theil est important, donc plus la ségrégation est élevée. Alors, la première analyse qu'on peut faire, c'est que la ségrégation, elle ne dépend pas forcément de la taille et de la densité. Il y a des grandes villes, Paris, Marseille, qui font partie des villes les plus ségrégées, mais il y a aussi de grandes villes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, qui sont moins ségrégées. D'accord ? Donc, ce n'est pas un élément décisif, la taille. Et puis, vous avez des plus petites villes, par exemple Angers, Tours. Angers affiche un taux de ségrégation, un indice de ségrégation plus élevé que certaines grandes villes. Et puis Rennes est dans une situation intermédiaire, par exemple, en termes de mixité et en termes de ségrégation. Alors, ce qu'on observe comme tendance, alors, ces ségrégations, ces indices de ségrégation sont le résultat de plusieurs facteurs, sont le résultat de l'histoire de l'évolution de la ville, de politiques de construction qui ont été mises en œuvre dans la ville. Vous voyez bien que quand on construit de grands ensembles, tout ça, ça prend du temps, ça a des effets à long terme sur la distribution spatiale des gens dans une ville. De même, le marché du travail, la façon dont fonctionne un marché du travail, ça compte sur l'intégration des gens dans une ville.
Donc il y a de multiples facteurs qui jouent. L'offre scolaire, l'offre d'enseignement compte également. Alors on observe quand même qu'il y a des grandes tendances. On observe que pour une ville, la ségrégation est plus forte quand les inégalités de revenus dans la ville sont plus fortes, tout d'abord. Donc les inégalités de revenus vont se traduire par plus de ségrégation. Parce qu'on pourrait avoir une ville très inégalitaire, mais avec des gens qui sont répartis uniformément dans l'espace. Et donc une ville peut ségréger. Alors ce qu'on observe, c'est quand même que les villes où il y a de fortes inégalités sont des villes où, en moyenne, il y a plus de ségrégation. Les villes les plus ségrégées sont aussi les villes où les habitants ont des revenus modestes, où les plus modestes ont des revenus faibles. Et puis enfin, dernière caractéristique, une ville est ségrégée quand les personnes qui sont aux extrêmes des revenus, les plus riches et les plus pauvres, sont celles qui sont le plus concentrées spatialement. Alors prenons le cas de Marseille. Alors vous avez les données de ségrégation de Marseille ici. Donc chaque histogramme représente un carreau de 200 mètres de côté où il y a au moins 20 ménages dans ce carreau. La taille de ce carreau représente l'indice de taille, l'indice de ségrégation. Et pour chaque carreau, on a le revenu médian de la population, et puis on va répartir tous ces carreaux en 5 groupes. Le groupe aisé, où le revenu médian déclaré est le plus élevé, donc c'est les 20%. Voilà. On a les 20% de quartiers aisés, qui sont en bleu foncé, les 20% en rose, qui sont modestes intermédiaires, les 20% rouges, modestes, moyens, aisés intermédiaires. Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a de la ségrégation pour des quartiers aux extrêmes, quartiers modestes, les quartiers nord de Marseille, quartiers modestes où les indicateurs de ségrégation, les indices de ségrégation sont forts, et puis des quartiers 7e, 8e, 9e arrondissement, je ne connais pas bien Marseille, mais voilà, proche de la côte, où vous avez les histogrammes bleus, avec des quartiers aisés, les habitants aisés qui se mélangent peu aussi. Voilà. Alors en termes d'évolution, ce que nous livre cette étude de l'INSEE, c'est que sur la cinquantaine de villes étudiées entre 2004 et 2019, l'indice de Theil augmente dans plus de 30 villes. Alors il diminue dans certaines villes, à Cannes, Amiens, Strasbourg, même Marseille. Et alors on observe quand même, on n'observe pas une hausse drastique, une hausse nette des indices de ségrégation, c'est plutôt stable. D'ailleurs, le classement des villes selon l'indicateur de ségrégation est plutôt stable. Ce qu'on observe, c'est que la part des quartiers où les 40% d'habitants les plus aisés vivent sont surreprésentés a augmenté de 2,1 points. La part des quartiers où les 40% d'habitants les plus modestes sont surreprésentés a augmenté de 1,2 points. Et surtout, pour les quartiers où on a de la mixité, cet indice, cette mixité a diminué, a diminué sur la période de 2,8 points. Donc ce sont les quartiers mixtes qui deviennent moins mixtes, en fait. C'est ce que nous... Voilà, c'est ce qui caractérise cette évolution. Pas les quartiers ségrégés qui deviennent plus ségrégés. Et les différents groupes de population ne sont pas également concernés par la ségrégation.
Donc là, ici, vous avez les groupes de population en quintiles. Voilà, ils sont distribués en quintiles. 20% d'aisés, 20% d'aisés intermédiaires, moyens, modestes, intermédiaires, modestes. Ce qu'on observe, c'est que, vous voyez, pour l'histogramme aisé, la catégorie aisée a observé que dans 80% des quartiers dans lesquels elles vivent, la ségrégation a augmenté dans 8 quartiers sur 10. En revanche, pour les moyens, en revanche, pour les modestes, vous voyez, c'est moins de 50%. Moins de 50%. Un peu plus de 40% des quartiers où vivent les modestes ont vu leur ségrégation, leur indice de ségrégation augmenter. Et puis pour les modestes intermédiaires et les aisés intermédiaires, vous voyez que là, on a connu une augmentation de la ségrégation, plus de 9 quartiers sur 10. Voilà. On connu une augmentation de la ségrégation. Alors ça, ce sont des données prises à un moment du temps, de ségrégation prises à un moment du temps. On fait une photo instantanée des inégalités. Alors, ce qui est important, alors on peut analyser les effets de l'espace et de la ségrégation en dynamique, en se posant la question, qu'est-ce qui se passe, quel est l'effet de l'endroit où on vit sur nos perspectives de mobilité sociale. Alors, il y a une étude, donc en France, c'est une étude qui s'est inspirée d'une grande étude qui a été réalisée aux États-Unis, dont je vais vous parler tout à l'heure, The Opportunity Atlas. Une étude en France menée par France Stratégie et notamment par Clément Herbécourt a mesuré la mobilité sociale pour donc, des individus qui sont nés entre 1965 et 1979. On connaît leurs parents, la catégorie sociale de leurs parents. Et puis, on observe leur profession lorsqu'ils sont adultes, donc 30 ans plus tard. Et ici, vous avez la carte de France. Alors, ce sont des données par département. On n'est pas au niveau urbain de la ville. Mais vous allez voir qu'on peut avoir des données plus fines pour les États-Unis, par exemple. Mais c'est remarquable. Vous voyez que la proportion, là, vous avez les données de mobilité sociale ascendante. La proportion des enfants d'ouvriers et d'employés qui sont devenus cadres et professions intermédiaires, selon leur département de naissance. Et donc, vous avez, ce que nous montre ce graphique, cette carte, c'est qu'il y a une forte variation spatiale de la mobilité sociale. Il y a des régions avec faible mobilité sociale. Le Nord, le Poitou-Charentes, le Centre. Et puis, on a des régions à forte mobilité sociale, la Bretagne ou l'extrême ouest, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénéen, Rhône-Alpes, l'Île-de-France. Voilà. Et vous avez, les différences sont importantes. En Île-de-France, 47% des enfants d'ouvriers connaissent de la mobilité sociale ascendante, contre presque moitié moins pour les enfants qui sont nés en Creuse. Donc la question ensuite, c'est de savoir qu'est-ce qui cause cette mobilité sociale ascendante. Alors quand vous lisez l'étude, vous apprenez par exemple qu'un département qui est bien doté en établissement d'enseignement supérieur, c'est un département où on connaît de la mobilité sociale ascendante, par exemple. Alors voici, voici cette étude américaine dont s'inspire l'étude française. Alors, donc cette étude s'appelle The Opportunity Atlas. Alors je vous ai mis le lien sur le site, mais je vais peut-être, on ferait ça tout à l'heure. Donc ce sont des données de mobilité sociale qui sont, alors c'est un travail qui est mené notamment par tout un groupe dont le leader est Raj Chetty,
qui est professeur d'économie à Harvard, et qui mesure les données de mobilité sociale sur 20 millions d'Américains qui sont nés au début des années 80 et qui sont dans la vie active 30 ans après. Donc on dispose d'informations des revenus fiscaux, par exemple, pour des parents, et on connaît les revenus fiscaux, et aussi on a d'autres informations sur leur consommation de drogue, sur leur diplôme. On a tout un ensemble d'informations sur ce qu'ils sont devenus. Alors, ce qu'on observe, c'est que on est très très loin du rêve américain, du mythe du safe man ban. L'espace compte. C'est l'endroit où l'on habite est déterminant pour la réussite sociale. Et je vais essayer d'ouvrir le... Donc, par exemple, voici les... Donc c'est un site interactif, hein, pour ceux qui s'intéressent aux inégalités, c'est vraiment, ça peut être vraiment une mine d'informations pour vous. Vous avez ici la mobilité sociale d'enfants dont les parents, donc vous avez ici 5 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, donc vous avez des gens qui sont dans lesquels vous avez le 25e 25e percentile. Et puis, ce sont des gens... Alors, on ne distingue pas le groupe ethnique et on ne distingue pas le genre. Plus vous êtes du côté rouge, moins vous connaissez de mobilité sociale. Vous êtes plutôt dans la mobilité sociale descendante. Et plus vous allez vers le bleu, plus vous avez de la mobilité sociale ascendante. Alors, je vais le faire pour... ou alors, on peut le faire pour les middle. Voilà, et les high, par exemple. Et donc, vous voyez que une tendance... Une tendance forte, c'est que quand on est... alors surtout quand on est dans les États du Sud, par exemple, on n'a pas du tout les mêmes perspectives de mobilité sociale. Les États du Sud se caractérisent par de la mobilité sociale plutôt descendante, et que certains États du centre des États-Unis. Donc des données exhaustives, extrêmement complètes, qui vont permettre de jeter une lumière nouvelle sur les mécanismes qui expliquent l'ascension sociale, la réussite et les mécanismes d'inégalité aux États-Unis, sur lesquels je vais revenir. Donc, par exemple, la probabilité qu'un enfant naît de parents pauvres, le premier quintile, donc vous êtes parmi les 20% les plus pauvres, qui deviennent riches, qui appartiennent au dernier quintile, aux 20% les plus riches, est très variable. Elle est par exemple de 4,4% dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, et de 12,9% dans la ville de San José, en Californie. Donc l'endroit où on est compte. Voilà. Ici, ce n'est pas les données en termes de position dans la distribution, mais en termes de niveau de revenu. Donc, vous avez ici les données le revenu moyen d'enfants qui sont nés dans une famille où les parents gagnaient 27 000 $ par an, qui appartiennent, donc qui sont au 25e percentile de la distribution. Et vous voyez qu'il y a de la mobilité sociale descendante à Atlanta, et puis de la mobilité sociale ascendante à Salt Lake City, à Dubuque. Voilà.
D'accord ? Alors, comme je vous l'ai dit, la ségrégation urbaine, elle mobilise différentes dimensions, elle concerne différentes dimensions d'inégalité. Et puis quand il y a de la ségrégation urbaine, il y a aussi de la ségrégation scolaire, par exemple. Donc, des données pour vous montrer la ségrégation scolaire. Alors, pour la France, ici, vous avez donc des données issues d'un rapport de l'Observatoire national de la politique de la ville en 2021. Vous avez la composition sociale, favorisée, moyenne, défavorisée et indéterminée. La composition sociale de collèges du secteur public qui sont soit dans des quartiers prioritaires, donc des quartiers de la politique de la ville, ou des quartiers qui n'appartiennent pas aux quartiers prioritaires, à l'ensemble des quartiers prioritaires. Et puis vous avez le privé. Alors on constate déjà qu'il y a une forte différence de composition sociale entre les collèges ZEP et les collèges hors ZEP. Par exemple, vous voyez, les défavorisés, c'est 60% de la population dans les collèges ZEP publics. Donc, et les favorisés, sont 7,5%, représentent 7,5%, sous-représentés et évitent. Ils ne sont pas dans les quartiers, dans les collèges ZEP. Et puis la tendance, vous avez une fuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une fuite aussi vers le privé. Il y a une fuite de certaines catégories vers les collèges publics hors ZEP et encore plus vers les collèges privés. Alors pourquoi ? Parce que, il y a aussi, la composition sociale change, et puis, alors pourquoi elle change ? Ces choix des parents, ils peuvent être aussi, justifiés. C'est que il y a des grandes différences de taux de réussite. Alors vous avez ici les taux de réussite au brevet. Pour tous les collèges, donc vous avez pour l'ensemble, en gris, filles, garçons. Donc les filles réussissent toujours mieux que les garçons. Et puis vous avez quand même des différences de 10 points entre les collèges de ZEP et un lycée d'un quartier de centre-ville, par exemple. Enfin, un collège d'un quartier de centre-ville. Voilà. Donc des différences fortes en termes de réussite scolaire, qui peuvent s'expliquer de multiples façons. Ça peut être la composition sociale, ça peut être aussi les équipes pédagogiques qui sont pas les mêmes, peut-être moins motivées, les difficultés sociales qu'elles rencontrent. Alors, je vais entrer maintenant dans les explications offertes par les économistes pour expliquer pour rendre compte des inégalités. Si vous n'avez pas de questions ou de réactions, ça va ? À 5h moins le quart. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Alors, la première explication, alors, tout d'abord, c'est un sujet dont les économistes se sont emparés et qui était d'abord travaillé par les sociologues, et notamment par l'école de Chicago, qui est pionnière sur ce sujet. L'école de Chicago qui a développé ses travaux, donc initiés notamment par Thomas, Park, Burgess, qui a initié des travaux au début du XXe siècle, notamment sur Chicago pour étudier les problèmes de criminalité et de délinquance. Et les économistes, avec le développement des outils, notamment de la microéconomie, de la théorie des jeux, qui nous permettent de modéliser les interactions entre les individus, d'étudier des équilibres,
la modélisation mathématique nous a permis d'aborder ces questions. Alors, le premier modèle d'émergence de la ségrégation, c'est un modèle qui a été proposé par Thomas Schelling dans les années 70, prix Nobel en 2005, et qui se posait la question, voilà, comment est-ce qu'on explique qu'une ville, initialement mixte, peut devenir ségrégée? Et vous allez voir, on va revenir à l'expérience du laboratoire toulousain et des phénomènes de ségrégation entre les rouges et les bleus. Alors l'hypothèse fondamentale, elle est la suivante: les individus ont une tolérance limitée pour vivre aux côtés de voisins différents d'eux. Alors, différents d'eux, selon plusieurs dimensions, différentes dimensions, en termes ethniques, en termes de catégorie sociale, en termes de religion, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est... Alors, des fois, on parle de préférence raciste pour décrire ces modèles. Ça ne veut pas dire qu'on est extrêmement raciste. C'est qu'on a un certain seuil de tolérance ou d'intolérance, qui n'est pas forcément très sévère, très prononcé. Et le principe du modèle, c'est que si un individu est mécontent de son voisinage, le nombre de voisins différents de lui est supérieur à son seuil de tolérance, alors il change de localisation. Alors j'aimerais bien que, pour vous présenter le modèle de Schelling... Ah oui, mais j'ai... Bon, ok. Voilà. Donc voilà une ville pour Schelling. Voilà une ville pour Schelling. Donc ici, on a une ville avec donc 50 carreaux sur chaque côté. Et on a des rouges et des bleus. Les carrés blancs sont des carrés vides. Et donc ici, pour le moment, on a une ville assez parfaitement mixte. Et puis, on va faire tourner le modèle. Donc, vous acceptez en jouant sur les seuils de tolérance. Donc, on a autant de rouge que de bleu. Et le seuil de tolérance, c'est que on souhaite avoir des gens qui sont... Donc, quand vous êtes un carreau, vous avez autour de vous 8 autres carreaux. Donc 30% similaires. Donc au moins 30%, c'est qu'on souhaite avoir au moins 3 personnes. 3 personnes qui sont similaires. D'accord ? Et ça s'arrête quand on a, quand on n'a plus intérêt à changer. Bon, c'est pas si mal. Il n'y a pas trop de ségrégation, mais quand même, il y a des endroits où les rouges ne voient que des rouges. Voilà. On joue un petit peu sur le seuil de tolérance, allez, 52. Je repars d'une situation aléatoire. Voilà. Je veux des gens qui sont au moins la moitié qui sont comme moi. Vous voyez qu'on n'obtient pas du tout la même ville. On n'obtient pas du tout la même ville, et là, une ville qui semble très ségrégée. Et c'est pas... alors, 50%, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais on ne peut pas non plus dire qu'on est complètement intolérant à des gens différents de nous. Voilà. Et vous voyez que c'est très sensible au seuil. Alors, je vais revenir. Voilà. Alors, voilà. Ce que montre ce modèle, c'est que même si les gens se tolèrent, ont un certain niveau de tolérance, la ville peut devenir extrêmement ségrégée. Une ségrégation intense peut être obtenue même si elle n'est pas forcément souhaitée au niveau individuel. C'est la somme de décisions microéconomiques qui va aboutir à une situation macroéconomique très ségrégée. Voilà. Et ce qu'on observe, c'est que des changements infimes au niveau micro peuvent avoir des conséquences majeures au niveau macro. Voilà
les résultats importants, et c'est un peu ce qu'on a vu dans le laboratoire toulousain, les résultats importants de ce modèle de Schelling. Alors, il y a eu des tests qui ont été réalisés, surtout pour les États-Unis, enfin aux États-Unis, sur le modèle de Schelling. Est-ce qu'on peut mesurer un seuil de tolérance? Alors, une première étude, je vais vous citer 2 études importantes de cette littérature, celle de Card, Maas et Rothstein, qui ont mesuré qu'aux États-Unis, lorsque la minorité non blanche et latino dépasse un seuil entre 5% et 20% de la population d'un quartier, alors les habitants blancs quittent le quartier. On parle de white flight. Et donc c'est un phénomène qui est important. Alors entre 1940 et 1970, alors c'est une autre étude, une étude de Boustan qui a étudié les effets de la grande migration qu'on a observée des États du Sud vers les États du Nord, notamment en raison de la ségrégation, des lois ségrégatives qui s'appliquaient dans les États du Sud. Jusqu'en 1964, où 4 millions de Noirs américains ont migré des États du Sud vers les villes du Nord et de l'Ouest. Et donc, c'était un moment où on pouvait étudier ce white flight avec un afflux de population noire dans les villes blanches. Ce que montre Boustan, c'est que la ville médiane, avec 200 000 habitants blancs, a accueilli 19 000 Noirs américains durant cette période. Ces arrivées ont provoqué le départ de 52 000 résidents blancs. Donc des effets massifs, il semble qu'il y ait des effets massifs quand même de ce white flight, hein, que ce n'est pas des mouvements marginaux. Le second mécanisme important, donc premier mécanisme, un mécanisme qui touche les préférences. Vous avez fait un peu de micro, les préférences des individus, voilà. Donc il y a un goût pour être avec des gens qui sont comme nous. Voilà. Le second mécanisme, c'est un mécanisme qui tient à l'influence du voisinage. Le voisinage influence les décisions de chacun. Là, on est dans une explication basée sur des externalités, des interactions sociales qui produisent des externalités. Et donc, on sait que dans le quartier, dans l'école, il y a des phénomènes de normes sociales, de conformité à des comportements majoritaires qui jouent, qui nous guident, qui nous influencent. Il y a des effets de modèle. Il y a des individus qui représentent un modèle qu'on veut imiter. Voilà. Et que ces effets, ils sont forts. Ils sont forts au niveau du quartier, ils sont forts au niveau des écoles, dans les classes, ils sont forts dans les réseaux sociaux. Et ces phénomènes de voisinage peuvent expliquer, par exemple, certains comportements qui sont déviants, des comportements criminels, des phénomènes de gang, de consommation de drogue, de mères adolescentes, voilà. Des comportements des attitudes ou des décisions qui vont ensuite jouer beaucoup sur les inégalités futures, la capacité à faire des études, à s'insérer dans le marché du travail, etc. Donc ce n'est pas facile à mesurer ces effets de voisinage, mais maintenant la littérature dispose alors je vais y revenir, d'un grand nombre d'études qui mesurent l'importance de ces effets. Alors selon cette explication de voisinage, les familles essayent de rechercher le meilleur voisinage, la meilleure école avec la meilleure composition sociale. Donc on ne va pas aller dans un quartier où la carte scolaire nous assigne à un collège de quartier prioritaire, un collège ZEP,
mais on va aller à proximité d'un collège privé, voilà, où on sait qu'il n'y a pas de problème de consommation de drogue, par exemple. Et donc, selon cette explication, c'est le marché immobilier qui va être le vecteur de la ségrégation. Ceux qui vont pouvoir se payer les logements à proximité des meilleurs établissements scolaires, voilà, vont pouvoir profiter d'un meilleur environnement, d'une meilleure composition sociale dans le quartier. Voilà. Alors cette explication des effets de voisinage et du marché immobilier comme vecteur, comme élément d'explication qui nous permet de montrer que, le marché immobilier nous permet de montrer que des ghettos vont se former, nous permet d'expliquer l'émergence de quartiers pauvres et de quartiers riches. C'est le marché immobilier qui va trier les gens. Voilà. Certains pourront se payer de bons quartiers, d'autres pas. Et cette explication théorique nous permet aussi d'expliquer des phénomènes de trappe à pauvreté. Voilà. Où certaines populations qui adoptent certains comportements restent piégées dans certains quartiers et ne peuvent plus s'en sortir. On parle de multiplicateur social, d'effet de multiplicateur social. Le multiplicateur social, c'est l'effet des autres sur notre décision. Par exemple, l'effet des autres amis criminels sur notre décision de commettre des crimes ou des délits. Et donc cette explication, elle soulève des questions aussi en termes de production des inégalités. Et comme on parle d'externalité, ce sont des équilibres qui ne sont pas forcément optimaux. Bon, là, je fais un peu trop d'économie, mais ça vous parle. Et donc, il y a place pour la politique publique, selon cette explication, pour corriger les externalités, changer les interactions sociales, ces effets de voisinage. Alors, trois études pour vous convaincre que les effets de voisinage, c'est important. Un enfant qui habite un voisinage où aucun parent n'est diplômé a en moyenne 2,5 fois plus de chances de redoubler à l'école. Donc ça, ce sont des données françaises de l'enquête emploi qui date d'il y a une vingtaine d'années et donc voilà, qui montre un effet important des autres sur sa réussite, sur la réussite individuelle. Aux États-Unis, on obtient des résultats similaires. Ajouter dans une classe de 20 élèves un élève exposé à des violences domestiques cause une réduction de 0,69 percentile du rang des autres élèves dans le classement national aux tests de maths et de collège. Donc on décroche. Là, c'est une externalité négative. Voilà. Sur données floridiennes. Et puis, des données de criminalité montrent que avoir commis un délit ou un crime avec un autre individu augmente le nombre total de crimes commis par une personne de 20%. Et si le nombre de co-criminels est de 3, cela l'augmente de 100%. Donc ça, c'est cette idée de multiplicateur social. Quand vous avez des gens qui ont commis ou qui ont pris une décision en particulier, la probabilité que vous preniez la même décision, elle augmente une fois que vous êtes en lien avec eux. Voilà. L'effet de l'entourage. Puis regardez ce soir cette série, la série maître The Wire, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série qui date d'il y a 25 ans, mais qui s'étale sur 5 saisons, mais qui est frappante. Donc on parle notamment de trafic de drogue dans des quartiers défavorisés de Baltimore. Et puis il y a une saison dédiée aux politiques de sécurité, aux politiques de déségrégation. C'est vraiment
très très intéressant, justement, quand on a ce regard sur la ségrégation. Enfin, on y voit toutes ces questions d'interaction sociale et de marché du marché du logement, de discrimination. Troisième explication, le spatial mismatch, ou l'éloignement spatial, donc avancé dans les années 60 par Keynes. L'idée est de dire que résider loin des centres d'emploi rend plus difficile l'insertion sur le marché du travail. Il y a plusieurs raisons à ça. Quand on est éloigné, on est moins incité à rechercher un emploi. Pourquoi? Parce que trouver un emploi, ça peut impliquer de déménager, d'habiter dans une ville plus chère, de quitter ses amis, d'avoir des conditions de vie finalement qui sont peut-être moins agréables. On n'est peut-être pas tous prêts à aller travailler dans la banlieue parisienne, par exemple, quand on habite Rennes. Quand on est éloigné des emplois, on a moins d'informations. On a une moins bonne information sur les effets, sur les offres de travail qui sont diffusées localement. On est moins bien connecté. Et puis, on observe également que quand on est éloigné, on souffre d'une discrimination. C'est-à-dire que des employeurs peuvent, on constate, on a mesuré qu'il y a des effets de discrimination à l'égard de populations qui sont éloignées des centres d'emploi. Parce qu'on peut se dire, un patron peut se dire, bon, c'est quelqu'un qui est peut-être moins bien connecté, c'est quelqu'un, s'il est loin, qui sera peut-être moins fiable pour être présent tous les jours. Voilà. Donc, selon cette explication, la distance, vous voyez, accroît finalement le taux de chômage. On va observer davantage de taux de chômage dans certaines régions parce qu'on est loin des centres d'emploi. Voilà. C'est la tyrannie de la distance, le coût de la distance. Dernière explication, les biens publics locaux et le vote avec les pieds. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, Sonia et Benoît. Le vote avec les pieds, donc une idée qui avait été proposée par Charles Thibault dès 1956, vous voyez, ce n'est pas nouveau, et qui consiste à dire que les collectivités locales, elles offrent des paniers de biens publics locaux, des services locaux. Elles financent des écoles, elles financent les bâtiments des écoles primaires, par exemple. Elles financent des bibliothèques municipales, des équipements sportifs, à partir des impôts locaux. Et donc, quand vous décidez d'habiter une commune, c'est parce que l'offre qui y est proposée de biens services publics locaux, c'est un déterminant. Ça peut être un déterminant important de votre décision d'y habiter. Voilà. Et les impôts nécessaires pour payer ces biens publics locaux sont un élément aussi déterminant pour votre choix. Et ce qu'on observe donc, c'est que la fiscalité locale et la possibilité de choisir sa municipalité, c'est un moyen de faire concurrence et de choisir pour un individu la meilleure communauté, la meilleure commune, celle qui correspond le mieux à ses préférences en termes de biens publics locaux et d'impôts à payer. Et donc, on a une situation, enfin la fiscalité locale va aboutir à un mécanisme de ségrégation. C'est pareil, qui se ressemble, s'assemble, le territoire va se ségréger. Voilà. Quand vous habitez dans une commune de retraités sur la côte bretonne, vous n'avez pas les mêmes services publics locaux que ce que vous pouvez avoir dans une commune comme Rennes. Voilà. C'est le résultat du vote. Donc, pour faire le bilan de ces explications économiques, il y a des forces qui poussent à la ségrégation. Des forces qui va être difficile de contrecarrer. La ville ségrégée peut apparaître, ça c'est Schelling, même si les habitants n'ont pas des préférences très très intolérantes. Le marché immobilier peut être le vecteur
de la ségrégation. L'insertion sur le marché du travail aussi, rendue difficile par la distance, l'éloignement, est un élément important. La production de biens publics locaux aussi est un élément important. Et donc la ségrégation peut engendrer des phénomènes de trappe à pauvreté qui vont piéger les habitants dans leur ghetto. Voilà. Donc là, à travers cette présentation, vous avez à la fois un peu l'origine, marché immobilier, préférences, interaction sociale, et puis aussi vous avez des résultats. Donc ça, c'est pas évident. Enfin, vous avez quelque chose de... Vous avez une causalité, mais en même temps, vous avez un effet retour, notamment pour les interactions sociales. C'est parce qu'il y a de mauvaises interactions sociales qu'il va y avoir des inégalités, et puis cette mauvaise situation, ces inégalités vont faire que les interactions sociales mauvaises vont s'intensifier. Voilà. Donc c'est ce qui complique un peu, notamment, la mise en place de politiques publiques. Donc, troisième partie, finalement, je suis long. Je vais essayer de résumer un peu. Je voudrais vous parler des politiques publiques et de certaines politiques publiques qui ont fonctionné et de la façon dont certaines politiques publiques sont mises en place pour être évaluées ensuite. Donc, il est important de savoir, pour mettre en place une politique publique qui marche, il est important de savoir quel est le mécanisme à l'œuvre. Est-ce que le mécanisme, c'est des préférences racistes, auquel cas il faut essayer de jouer c'est très difficile de changer des préférences. Les préférences en économie, c'est relativement stable. Donc on va jouer sur l'éducation, les changements de préférences, et tout ça, ça prend du temps. Est-ce que c'est le effet de voisinage? Est-ce que c'est donc des comportements, quel type de comportement déviant? Est-ce que ce sont des effets d'entraînement ou est-ce que ce sont des effets de normes sociales? Ça n'appelle pas les mêmes politiques publiques. Des effets d'entraînement peuvent appeler des politiques publiques qui visent certains individus, qui entraînent davantage le groupe que d'autres. On parle de key players. Donc, en termes de politique de lutte contre la criminalité, par exemple, on essaye de viser un individu qui a un effet d'entraînement le plus intense possible sur le reste du groupe. En revanche, pour d'autres interactions sociales, la norme sociale, si tout le monde considère que travailler à l'école, c'est cool, ou au contraire, que ne pas travailler à l'école et de refuser l'autorité, c'est cool, on va pas jouer sur une personne, on va essayer de jouer sur l'image de l'éducation, sur les résultats de l'éducation. Ça n'appelle pas les mêmes politiques publiques. Alors, je crois que vous connaissez ce visage. Esther Duflo. Je vais vous parler d'une méthodologie parce que certaines politiques publiques emploient cette méthodologie. Depuis, disons, une trentaine d'années, il y a un champ très important en économie qui s'est développé. C'est le champ de l'évaluation des politiques publiques, avec une méthode d'évaluation des politiques publiques qui emprunte aux méthodologies de la médecine pour étudier l'efficacité de soins thérapeutiques. Alors, en fait, le principe, il est simple. On va répartir au hasard les patients en deux groupes. Un groupe de traitement, celui qui reçoit le médicament, et un groupe placebo. Alors, l'avantage du tirage au sort sur une grande population, c'est que les deux populations, contrôle et placebo, seront identiques. Toutes choses égales par ailleurs, elles auront les mêmes caractéristiques, autant de femmes que d'hommes. Voilà, mêmes caractéristiques. Et
donc, on a toutes les conditions pour ensuite pouvoir étudier la causalité, l'effet causal du traitement. Bon, en économie, on enlève le médicament, on le remplace par une politique publique. Voilà. Alors Esther Duflo a beaucoup développé, a beaucoup contribué au développement de cette méthodologie, notamment en économie du développement. Je vous renvoie à ses interventions au Collège de France. Alors, une politique publique aux États-Unis qu'on cite souvent. Alors, une première politique publique sont les politiques de déségrégation, de mixité résidentielle. Voilà. Favoriser la mixité pour casser les effets de voisinage, et les mauvais effets de voisinage, en fait, pour modifier la composition sociale. Alors, le programme qui a été mis en place dans les années 90, c'est Moving to Opportunity, dans 5 grandes villes des États-Unis, New York, Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles. Et ce programme offre la possibilité à 4600 familles défavorisées de quitter leur ghetto pour habiter des quartiers plus favorisés. Alors, elles ont été choisies au hasard, dans une population plus large. Donc, certaines de ces familles bénéficient de subventions au déménagement. Et donc, parmi ces familles, certaines disposent de ces subventions conditionnellement au fait qu'elles déménagent dans un quartier qui appartient au premier quintile de la population, de la distribution. Donc, 20% au quartier, les 20% les plus riches. Et puis d'autres ont totale liberté pour choisir leur quartier et utiliser leur subvention de déménagement. Et il y a des populations qui restent dans les ghettos. Alors, ce qu'on regarde, c'est les effets pour ceux qui déménagent, pas pour ceux qui restent. Mais on les compare quand même. On va comparer donc, les résultats entre le groupe placebo, ceux qui restent, et le groupe de contrôle. Alors, les résultats, 20 ans plus tard, on observe ce qui s'est passé 20 ans plus tard, on a suffisamment de recul pour voir que finalement, c'est pas si probant que ça, les résultats, enfin une meilleure composition sociale. Les bénéficiaires du programme ne réussissent pas mieux à l'école et n'obtiennent pas les meilleurs salaires. Dans un premier temps, ça c'était les premiers résultats de MTO. Effet relativement décevant. Second effet, et là c'est quand même important et plutôt prometteur, on a des effets importants sur la santé mentale des jeunes bénéficiaires du programme. Ils sont moins sujets aux dépressions, ils sont moins sujets aux comportements déviants, aux problèmes psychologiques, aux comportements à risque, consommation de drogue, obésité. Et on a des effets très encourageants pour ceux qui ont déménagé, qui appartenaient à des familles, pour les enfants qui ont déménagé tôt dans leur vie. On parle d'exposition. Plus la durée d'exposition au voisinage plus favorisé est importante, plus ces effets sont importants, ces effets sont encourageants. Donc ils font plus souvent des études supérieures, ils accèdent plus souvent à de meilleures universités et ils ont des salaires plus élevés. Donc ce que montre notamment Chetty, à partir de ces données MTO et des données de The Opportunity Atlas, c'est que les enfants qui ont déménagé avant 13 ans, pour les enfants qui ont déménagé avant 13 ans, sur 57 ans de durée de vie, ils gagnent en moyenne 198 000 $ de plus que ceux qui sont restés dans le quartier. Donc ce n'est pas une recette miracle. Ça révèle aussi, le premier résultat, ça révèle aussi que la mixité, ça peut être difficile. Quitter ses amis, être dans un endroit, dans un nouveau quartier où les populations n'ont pas le même habitus, n'ont pas les mêmes comportements, n'adoptent pas les mêmes normes sociales, n'ont pas la même culture que vous, ça peut être difficile. Vous pouvez vous sentir complètement isolé. Ce n'est pas une recette miracle, la mixité sociale.
Et puis, il y a effectivement un angle mort dont je ne parle pas ici, c'est que des fois, la ségrégation, ça peut être... Là, je vous parle des effets négatifs de la ségrégation, parce qu'il l'emporte sur les gains, mais parfois, les populations ont besoin d'être entre elles. 13e arrondissement à Paris, le quartier chinois, il y a des raisons pour lesquelles des populations d'immigrés vivent ensemble. C'est parce qu'il y a des effets aussi de solidarité qui se produisent. Dans un premier temps pour ceux qui arrivent et qui sont isolés. Bon, ça, j'en parle pas. Je parle davantage des coûts, là, de la ségrégation. Mais des effets encourageants, voilà, de MTO. Alors, je vais faire plutôt vite maintenant. Je voulais parler... je voulais parler de politique de mixité résidentielle qui sont menées en France, qui ont été menées en France, donc notamment la plus emblématique, la loi SRU, de solidarité et de renouvellement urbain, qui a été mise en œuvre, appliquée à partir de 2000, et qui impose qu'au moins 20% de logements sociaux dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, et dans les communes de plus de 3 500 habitants en province et 1 500 habitants en Île-de-France. Voilà. Ce qu'on a observé, alors maintenant on dispose du recul suffisant pour observer les résultats de cette politique, c'est qu'on a observé que cette loi avait permis une hausse significative des logements sociaux dans les communes visées, donc sous peine d'amende en fait. Et certaines communes riches, au début, préféraient payer les amendes plutôt que de construire des logements sociaux. Donc avec l'exemple emblématique de Neuilly, par exemple, sur Seine. Donc le nombre moyen de logements sociaux d'une commune concernée par la loi SRU est passé de 169 en 2000 à 200 en 2009. Et parmi ces 31 logements en plus, il est estimé que 18 logements sont attribués à la loi SRU. Alors vous pouvez me dire, bon, ça c'est pas l'effet sur la mixité sociale, parce qu'on pourrait parquer les gens, au même endroit. Ce qu'on a observé également, c'est que on a observé que la mixité sociale s'était renforcée. En fait, on construisait des HLM plutôt de manière éparpillée dans la commune que concentrée. Voilà. Bien, alors... Bon, je voulais vous parler de politique d'éducation, mais je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Donc, il faisait écho au mécanisme économique d'éloignement spatial, de discrimination. Bon, je vous mettrai les diapositives, je vais m'arrêter là. Vous avez les diapositives à disposition et puis on peut en échanger si besoin. Bien, merci. Si. On va peut-être passer à quelques questions pour finir, si certains en ont. Avant de conclure. Oui. Je voulais vous interroger, merci pour les éclairages, sur le phénomène de gentrification et sur savoir si c'est plus un phénomène de remplacement d'une population par une autre ou un phénomène d'ascension sociale. Merci. Le phénomène de gentrification, c'est plutôt un phénomène de remplacement de certaines populations par d'autres. Par exemple, un exemple, c'est l'exemple de Montreuil, dans l'Est parisien, qui s'est boboisé, entre guillemets. Donc, c'était une grande ville qui faisait partie de la ceinture rouge et qui s'est petit à petit
embourgeoisés, donc avec petit à petit le marché de l'immobilier, la montée des prix, faisant que aussi on trie les populations. Alors je dis pas que, ces données de ségrégation, il faut aussi, les quartiers ne sont pas complètement uniformes, hein, il y a beaucoup de diversité aussi dans nos quartiers, quoi. Là, ce sont des dominantes en fait, la ségrégation. Donc je dirais que la gentrification, ça fait plutôt référence au remplacement de population qui était en place et qui laisse place à des populations plus aisées. Une autre question ? Alors, vous avez parlé du coup de la ségrégation au sein de la ville. Est-ce que, moi je pensais à l'homogamie, une sorte de ségrégation au sein des foyers. Et alors, il me semble que l'homogamie est plus importante au sein des CSP+. Est-ce que justement, c'est pas aussi un facteur d'accroissement de cette ségrégation, puisque si les gens avec les meilleurs diplômes et les meilleurs salaires se mettent en couple ensemble plus que les autres catégories sociales, est-ce que justement ça renforce pas ce phénomène déjà existant ? En fait, vous avez tout à fait raison. Tout ça, c'est pas indépendant. Les mécanismes qui créent des inégalités se cumulent. Donc, et effectivement, ce qu'on constate, et les études montrent que dans la plupart des pays développés, l'homogamie, en fait, la ségrégation serait fractale. C'est pas que dans l'espace, urbain et dans l'espace géographique qu'elle se constate, c'est aussi dans l'espace social. Vous avez tout à fait raison. Et donc, les études montrent que l'homogamie s'est renforcée. Effectivement, on fait des études, plus de gens font des études. Il y a de grandes chances que votre réseau dépende des études que vous allez faire, que vos rencontres amoureuses dépendent des études aussi que vous allez faire, et que tout ça, ça se combine. Effectivement, vous allez faire de bonnes études et avoir de bons jobs bien payés, et donc tout ça, ça va ensuite rejaillir sur votre capacité à habiter dans la ville, à acheter des logements dans des bons quartiers. Effectivement, ça se cumule. J'avais une question, merci pour votre présentation. Vous avez parlé de la loi SRU et donc de l'obligation d'avoir des logements sociaux dans les villes, qui n'est pas respectée par toutes les villes, comme vous l'avez précisé. Est-ce que vous pensez que le seul moyen de faire respecter cette obligation, c'est d'augmenter les amendes, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers économiques qui peuvent être mis en place ou politiques? Parce qu'aujourd'hui, les municipalités préfèrent payer les amendes plutôt que de favoriser cette mixité sociale. Donc, est-ce que vous avez des pistes sur cette question? Alors, j'ai pas en tête, je suis désolé, j'ai pas en tête les évolutions, en fait. Est-ce que maintenant, quel est le nombre de communes qui payent des amendes? J'ai l'impression qu'au début, il y avait quand même une réaction, une opposition forte de la part de pas mal de communes. J'ai l'impression que ça s'est estompé. Peut-être que nos spécialistes d'économie publique locale le savent mieux que moi. Et je ne sais pas en fait si la réaction, l'opposition est plus forte maintenant. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a aussi l'opposition, elle peut se manifester autrement, quoi. Dans un plan d'aménagement et un plan de construction de l'immobilier qui peut être différent, l'octroi de permis de construire. Il y a peut-être différentes stratégies qui jouent. Donc, mais j'ai l'impression que c'est moins controversé maintenant qu'avant. S'il n'y a pas d'autres questions, non ? Je pense qu'on va pouvoir clore et passer à la conclusion. Je vous remercie.
Bien. Je vais être assez succinct parce que déjà c'est vous qui avez bossé, pas moi. Et ensuite parce que la journée fut longue, mais passionnante. Remercier d'abord chaleureusement les élèves parce que ce sont eux qui ont fait tout le travail. Nous on était juste là pour donner l'impulsion, mais donc tout le travail a été réalisé par les élèves, donc qu'ils en soient chaleureusement remerciés, et notamment par Eric qui ne peut pas être là. Mais... Bien, donc à savoir aussi que le choix du thème, et c'est une excellente idée, c'est que ça vienne des élèves eux-mêmes, donc ce sont eux qui ont choisi le thème, ce sont eux qui ont choisi les intervenants, et vous avez gentiment accepté d'intervenir auprès d'eux, ce qui est une excellente chose. On en discutait justement rapidement ce midi, mais ça permet de créer de la perméabilité aussi avec les tissus de recherche locale, et c'était l'un des objectifs de ce séminaire, et je pense que plus le temps passe et plus on y arrive. Donc c'est une excellente chose. Ensuite, remercier évidemment l'école et le département, sans quoi tout ceci serait strictement impossible. Donc c'est vraiment très appréciable. Alors ensuite, l'économie de la ville. Alors question qui m'intéresse d'autant plus que je travaille dans un établissement public d'enseignement, et donc lorsqu'on aborde les questions d'inégalité, de participation citoyenne ou autres, sont des questions prégnantes, y compris au sein des établissements scolaires, parce qu'on sent de plus en plus le phénomène d'entropie dont il était question toute la journée, et de ségrégation sociale. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça a une portée concrète dans la vie des enseignants de tous les jours, avec l'accès à l'enseignement privé qui est de plus en plus marqué, donc une désertification justement des catégories sociales les plus favorisées des établissements comme le nôtre en pré-baccalauréat, sauf tout à fait étrangement au sein des filières sélectives pré-bac, type section internationale ou autre, qui sont pour le moment malheureusement le seul levier pour garder un minimum de mixité sociale dans les établissements scolaires. Ce qui interroge la politique éducative, dont on aurait presque pu faire intervenir un inspecteur général qui vous aurait parlé de cela beaucoup plus précisément que moi. Toutes ces thématiques ici sont vraiment très intéressantes, et ça permet aussi par ailleurs de faire le lien. Cette journée était très intéressante parce qu'elle a permis de faire le lien entre les décideurs, des gens qui participent à la vie citoyenne, à la vie publique, et en même temps avec les chercheurs pour montrer les ponts existants entre les deux, les croisements des regards. On a bien vu que certains intervenants qui étaient dans la décision manquaient peut-être de recul sur certaines questions. Et inversement, peut-être que les chercheurs voient aussi la dimension pragmatique des préconisations qui sont faites dans certains papiers de recherche ou certaines analyses. Et c'est ce regard croisé, ce regard mutuel qui donne toute la portée, je pense, à cette journée. En cela, c'était vraiment très intéressant. Bien. Et donc, pour terminer, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce qui est toujours appréciable année après année, on a la génération précédente qui avait entamé la chose l'an dernier. Et cette année, ce fut réitéré. C'est la qualité du travail réalisé en amont pour lire vos papiers de recherche, sachant que ce sont des étudiants encore jeunes qui découvrent encore le domaine de l'économie, et donc ce n'est pas toujours simple pour eux. Ils ont fourni un effort assez important, donc ça c'est déjà un premier vrai travail de fond réalisé, et le vôtre ne l'est pas moins, parce que j'insiste dessus chaque année, mais à mon sens c'est une qualité rare. En tout cas qu'on ne trouve pas partout, c'est la capacité à rendre son travail accessible. Et ça, c'est vraiment une qualité indéniable. J'espère que vous l'avez apprécié, parce que je vous assure que quand vous plongez dans les papiers de recherche, ce que vous ferez peut-être bientôt, je peux vous assurer que quand vous sortez un petit peu la tête de l'eau du papier de recherche sur toute la dimension technique, vous avez parfois beaucoup de difficultés à rendre la chose accessible. Donc, merci à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, puis au plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle édition.